Les légendes disaient qu'un professeur S jeux vidéo habitait cette maison. L'on disait qu'il pouvait tester n'importe quel type de titre. J'avais donc forcément besoin de son aide pour le nouveau push-start qui avait un aspect rétro, n'étant pas nécessairement un spécialiste de tous les types de jeux. Il y a un pad directionnel sur la porte, c'est déjà bon signe. C'est un peu sale d'ailleurs. Je crois que je vais taper dessus. Je fais une voix off. C'est vachement pratique, je n'ai même pas à bouger le cerveau pour m'entendre parler. C'est assez moche quand même ici. Tiens, elle ne grince pas. Monsieur. Nous avons ici face à nous Knights of the Round, un jeu Capcom de 1991. Alors en 1991, il est peut-être utile de rappeler que Capcom était encore producteur de hardware. Ils produisaient eux-mêmes évidemment leur borne d'arcade, c'est-à-dire la CPS 1, qui sera plus tard remplacée par la CPS, logiquement 2. Et que l'on se souvient que la CPS 1 et la CPS 2 sont reconnues comme les deux des plus grandes en tout cas, plateformes de jeux en 2D avec la Neo Geo MVS. D'ailleurs, ils utilisaient le même type de processeur sur la PSC, PS1 et la Neo Geo MVS, c'est-à-dire le fameux CPU Motorola Z68000, le même qui finira dans la Mega Drive. Voilà, vous les avez, vos détails de geek, hein. Alors, on peut être content de tous regarder un épisode de Push Start, évidemment, l'émission vidéoludique au goût unique. Je dis ça en fait à chaque fois pour me permettre de revenir sur ce que je pense dire après. Donc, j'ai proposé une idée de petit jeu à boire. Si vous avez de l'alcool, vous pouvez faire une pause dans la vidéo et à chaque fois que Arthur dira Excalibur Oh, je répondrai Oh et vous buvez. Je le ferai bien moi-même, mais je dois encore faire une ou deux vidéos aujourd'hui et je ne peux pas les finir en étant sous. Et voilà. Mais c'était la proposition de petit... Voilà. Oh et vous buvez. Vous comprenez? C'est une bonne idée, hein, je sais, c'est pas si mal. Ça permet de faire passer plus vite les 20 minutes qui nous restent à notre compagnie. Pourquoi je dis ça? Donc, on a 7 stages, et comme dans la légende arthurienne, il faut récupérer le Graal. Voilà, vous pouvez voir des couilles de tigre. Et donc, il faut récupérer le Saint Graal de manière à apporter la paix sur la Grande-Bretagne. Oh! Et vous buvez. Ouais, c'est bien. Oh! Oh! Et vous buvez. Hein? Et vous buvez. C'est bien prévu, hein? Ouais, je sais. Donc, on a 7 niveaux, on peut jouer à 3 personnes car c'est ici la version d'arcade de 91 et je vous me présente et pas la version Super NES de 1994. On a donc la possibilité de jouer à 3. Chaque personnage a ses particularités. Arthur est le plus équilibré, il est très fort à cheval. Perceval il est rapide mais il tape pas très fort et évidemment... Non, Lancelot il est rapide mais il tape pas très fort et Perceval, lui, bon bah, c'est une brute. Au fur et à mesure qu'on est dans le jeu, vu que c'est un jeu avec un petit vernis de jeu de hack and slash, on peut décider très logiquement de faire... On peut pas décider, c'est automatique. Qu'est-ce que je dis? Ça va mal. On a un level up. Au plus on gagne des niveaux, au plus on est puissant, et au plus on casse la gueule aux gens, au plus on a une bonne armure qui vous défend, et tout ça. Bref, c'est un peu les prémices de King of Dragons, le jeu que je vous ai présenté il y a des années et des années dans Push Start. N'hésitez pas à aller voir le test. Les jeux sont très similaires. Finalement, il me reste juste le temps de vous parler des magnifiques musiques d'Isao Abe, appelé aussi Oyaji, responsable de morceaux dans Street Fighter 2, Cadillacs et Dinosaurs, Street Fighter Alpha. Et à mon avis, Knights of the Round Table n'est certes pas un des plus grands jeux de l'histoire de l'humanité, mais c'est un excellent petit beat'em up du milieu des années 90. Je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez, tout à droite, il y a Perceval, et de blond, il est devenu brun. Et chauve. Comme quoi, en 16 niveaux, il peut s'en passer des choses à un être. Il peut totalement changer, devenir quelqu'un d'autre. Et donc, il nous reste quelques secondes à passer à écouter cette magnifique musique. Cependant, un petit verdict, si vous le trouvez sur Super NES, essayez-le, car cela reste un très bon jeu et la musique y est excellente dans ce plus pur style Capcom. Que signifie cette intrusion? C'est Monsieur Winthrop, monsieur. Comment osez-vous ouvrir cette porte à un étranger? Professeur Van Struffenberg, j'ai besoin de votre aide. Je présente Push Start. Ne discutons pas ici. Veuillez entrer. Il paraît que votre technique de jeu... Prie. Monsieur Winthrop. Doucement. Je souffre tellement des oreilles. Les sons un peu stridents, quels qu'ils soient, sont des lames qui me transpercent le cerveau. Vous m'envoyez franchement désolé.
J'ai grand peur que vous ne soyez obligé de repartir, monsieur. Mais et mon émission? C'est hélas impossible. À l'heure actuelle, elle est malade. Comment ça, mon émission est malade? Mais tu veux que je te pète la gueule, mon petit con? Ce fut une erreur. Mais je vais te péter tes dents. Quittez pas, je vous prie, monsieur. Et veuillez quitter cette maison. Éloignez-vous au plus vite, je vous en prie. D'accord, mais d'abord je vais visiter ta maison. Oui, je vais la visiter, je vais faire des trucs dedans, et je vais peut-être repeindre. J'ai 1 minute 41 secondes pour vous parler de Pac-Man Championship Edition, le nouveau jeu de Toru Iwatani, le créateur du Pac-Man original 1980, ce fameux chef-d'œuvre de gameplay interracial, interplanétaire, tout ce que vous voulez finalement, sauf inter, 2000 ans. Donc, Toru Iwatani, qui est loin d'être un crétin, a justifié à une occasion le plaisir que les gens prenaient à jouer avec Pac-Man en disant tout simplement que tout le monde devant manger, il était logique que les gens de tout type, de tous âges, de tout sexe et de toute confession prennent plaisir à jouer finalement aux jeux vidéo. Surtout en mangeant des fantômes dans Pac-Man, vu que tout le monde a en plus un terrible, passif gustatif qui fait qu'ils ont envie de manger un fantôme, ou un mort, sans doute. Ce qui me fait penser que 88% des gens qui jouent à Pac-Man sont certainement des nécrophiles, mais néanmoins, c'est donc un jeu avec un tout nouveau système de vitesse. Au plus on score, au plus on va vite, sauf si on meurt. Dans ce cas-là, on va un tout petit peu plus lentement, ce qui fait que l'on est pénalisé pour avoir raté, ce qui est finalement très significatif de la série Pac-Man, pénalisé pour avoir raté finalement. Il y a 6 modes de jeu sensiblement différents qui reposent tous sur une variation de la map Pac-Man de base. Certains sont plus allongés, certains sont avec des différents time limits. Certes, ça fait un peu léger, mais le jeu ne coûte pas cher, s'il est encore disponible, et on peut aussi le voir dans une compilation de jeux Xbox Live Arcade, totalement efficace et qui vaut bien les 20 € que l'on peut payer, ne serait-ce que pour avoir, Pac-Man, quoi. Master of Darkness, c'est un titre qui porte plusieurs titres et que vous connaissez peut-être sur le nom de In the Wake of the Vampire, si vous êtes japonais, ou Vampire Master of Darkness, si vous êtes américain. Donc Master of Darkness est un jeu de Sanritsu, Denki et Sims, respectivement responsables de Gain Ground et de Thing About Thieving, et dont c'est un titre qui est sorti en 1992 sur Master System et sur Game Gear en 1993. C'est d'ailleurs un des meilleurs jeux du genre sur les deux formats, vu qu'il n'y avait pas de Castlevania sur Master System et Game Gear, il fallait se contenter de Master of Darkness. Donc, ils ont essayé de faire chez Sega et se sont dit ce serait pas mal si on avait un Castlevania. Or, Konami, ils ont un deal d'exclusivité avec Nintendo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une pâle copie. Enfin, on va faire une copie déjà. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, ok, Simon Belmont, on va déjà trouver un chouette nom. On va l'appeler Ferdinand Social, notre héros. Oui, Ferdinand Social. Et si Simon Belmont ne sait pas se battre, il ne sait pas sauter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Ferdinand Social. Lui, il ne saura pas se battre, mais il va savoir sauter comme un foutu cabri. Une bonne idée qui a ses avantages, cependant. Ils ont gardé le même système de sub-weapon, c'est-à-dire qu'il suffit de faire O et la touche pour taper et on balance son arme secondaire. Et voilà, c'est donc Master of Darkness n'est pas le master de la Darkness ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est le maître de la repompe de jeu Made in Konami. C'est une excellente petite copie et finalement si vous jouez sur Master System ou Game Gear exclusivement, admettons, il doit encore en exister quelques-uns qui font ça, vous pourrez avoir grand plaisir à jouer à ce jeu, qui est la meilleure version de Castlevania que vous aurez sur votre console, tout en sachant que ce n'est pas un Castlevania, que la musique est sensiblement moins bonne, et voilà. Que c'est quand même une copie assez fidèle et qu'elle vaut bien les 5-6 € qu'il peut coûter en seconde main. C'est très raisonnable, c'est très raisonnable, c'est un bon petit jeu, c'est juste pas le chef-d'œuvre du siècle. Finalement, c'est le seul titre du genre sur Sega, sur machine 8-bit Sega, et c'est comme ça. Parce qu'il faudra attendre la Mega Drive pour avoir l'extraordinaire Castlevania Bloodlines.
Voilà. Tu sais, Ayato, c'est le pied. Pas une seconde, je regrette d'avoir quitté la Terre. Oh ouais, un pari, ça te dirait? Ouais, on parie de l'or. Disons une pièce. Tu voudrais me faire croire que t'as autant d'or? Rattrape-moi si tu veux le savoir. Ouais. La police de l'espace. Attention vidéo marathon. Star Fox est un jeu de Nintendo et Argonaut Software, une idée de Takaya Imamura et Shigeru Miyamoto. Takaya Imamura, on le remarquera, c'est l'un des cerveaux, pour ne pas dire le cerveau responsable de la série F-Zero. Donc c'est un titre sorti en 1993 développé par Argonaut Software, une boîte connue surtout pour ses jeux Commodore, Atari et Amiga. Alors, c'est de la 3D, c'est sur Super NES, ce n'est pas un hasard. Vous entendez ici de la magnifique musique de Hajime Hirasawa. Et cependant, donc c'est développé en 3D grâce au chip Super FX développé par Argonaut. Et j'ai d'ailleurs récemment lu que Argonaut était depuis devenu une boîte de production de puces, dont des décompresseurs pour lecteurs MP3 et des trucs comme ça. Et des processeurs ARC, donc Argonaut, gna 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 gna. Donc, le Super FX, c'était un chipset graphique, l'un des premiers accélérateurs graphiques grand public sortis sur le marché, qui permettait à Super NES d'afficher des polygones. C'était une invention, un certain anglais appelé Ben Cheese. Voilà, Ben Cheese. La puce Super FX sera utilisée dans 4 titres, dont Stunt Race FX, Vortex et Yoshi's Island et 4 autres titres qui ont été annulés. Tout ça, c'est super important. Ce qui nous amène petit à petit à dire que le jeu s'appelait Star Wing en Europe à cause d'un problème de copyright, Atari possédant effectivement la licence, le nom de copyright Star Fox en Europe pour un jeu Atari. Alors ici c'est un jeu que je vous présente en exclusivité mondiale interplanétaire du monde de l'interplanétaire, c'est Star Fox 2, un jeu annulé, un jeu des mêmes personnes et qui devait sortir en 1995 mais qui sera évidemment annulé pour raison de la sortie et qui alors était prévue comme imminente de la Nintendo 64. Il nous reste donc cette version japonaise qui conserve quelques outils de débugage comme le nombre d'images la seconde, le framerate donc et l'utilisation de sprites. C'est un jeu assez différent de l'original. En fait, on est d'une manière ou d'une autre poussé vers l'infini de l'espace par une mini-map en 2D sur laquelle on est censé juste protéger une planète en évitant des missiles balistiques et en évitant d'être trop intercepté avant de détruire les bases ennemies. Comme d'habitude, c'est évidemment un peu le Star Wars de chez Nintendo, Star Fox, donc on peut pas vraiment se plaindre, c'est comme si, c'est comme ça. 30% du titre deviendront finalement Star Fox 64, surtout les parties en tank, et Star Fox Command sur DS, qui était d'ailleurs développé par certaines des mêmes personnes qui n'avaient pas pu terminer ce jeu-là sur Super NES. Cependant, la version qui existe est parfaitement jouable en utilisant un bon émulateur, aussi atroce que ça puisse paraître. On peut profiter de ce jeu qui est terminé à 96%, il y a juste 2 ou 3 petits bugs. Voilà, c'est très jouable, c'est plutôt un bon jeu et je suis assez surpris qu'il n'ait pas sorti, surtout quand on se dit que Star Fox 64, un titre qui était censé quand même sortir en même temps que la N64 en 1996, n'est jamais sorti qu'en 1997. D'ailleurs, la N64, on l'a pas vu par chez nous à cette date-là, quoi. C'était pas en 96 qu'on l'a vu, hein. Ce qui nous amène petit à petit à parler, bien entendu, des personnages secondaires. Regardez-moi ce petit chien, comme il est ridicule. Mais surtout de Star Fox 64, un titre de Nintendo EAD sorti en 1997, soit 2 ans après l'avortement de Star Fox 2. Un jeu de Takao Shimizu, Takaya Imamura et Shigeru Miyamoto. Premier titre sur console Nintendo, à profiter des vibrations, avec le Rumble Pack. Les musiques sont de Koji Kondo et Hajime Wakai. Koji Kondo, pas besoin de le présenter, c'est le mec qui a fait à peu près toute la musique des titres de Shigeru Miyamoto. Et Wakai, dont j'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas précisément qui c'est, car j'ai mal fait mes recherches. Le titre n'est pas mauvais, s'appellera Light Wars chez nous, pour les mêmes raisons de copyright que celles qui étaient mentionnées avant. Alors, un petit regard quand même sur la série Star Fox s'impose, d'une manière ou d'une autre, c'est loin d'être une mauvaise série de jeux vidéo. Et en fait, dans un épisode de Push Start où on voit plutôt des systèmes de perspectives différents, on peut se dire que l'un dans l'autre, ils ont fait beaucoup sur console pour l'apparition des jeux en 3D, parce que bon, c'était un peu un des premiers jeux en 3D qui sont apparus, et qu'à l'époque, on se demandait un peu quel était l'intérêt, vu comment c'était moche.
Et que bizarrement, c'est un jeu qui est devenu relativement plus beau avec le temps qui passe. Une certaine forme d'abstraction de la chose et de simplification du traité graphique font qu'on a un peu plus de plaisir, je trouve, à jouer maintenant à Star Fox qu'à l'époque. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu le constat qui m'en arrive. Bonne soirée. Tu sais qu'on est en push-start, là? Mais tu vois, j'ai toujours eu envie d'être testeur de jeux vidéo. Jamais eu le talent. Ah. L'esprit du roulage est de nouveau avec nous avec ce 4e opus de la série Katamari Damacy. Effectivement, il y a eu Katamari Damacy, We Love Katamari, les deux sur PlayStation 2, Miyama Katamari sur PSP, et ce dernier, Beautiful Katamari, qui est donc sur Xbox 360, qui est tout beau en next-gen et en HD, en XG et en next-gen. C'est donc un jeu de Jun Morikami, oui, sur base d'une idée de Keita Takahashi. Donc Jun Morikami, c'est le co-designer, le co-créateur de la série, et Keita Takahashi, c'est le mec qui a eu l'idée de base, c'est-à-dire celle de faire un jeu simple et fun avec des graphismes charmants et enfantins. Et un peu défoncé sous acide quand même. Cependant, c'est un homme qui n'aime pas vraiment les jeux vidéo. Et il trouve effectivement qu'il vaut mieux aller jouer avec une balle qu'avec une 360, disons. Et toujours est-il, on peut pas vraiment lui en vouloir, car son boulot à lui, c'est de designer des parcs d'attractions, somme toute. On peut le comprendre, en somme. Parce que faire rentrer un parc d'attractions chez soi, c'est très dur quand même. C'est pas impossible, mais c'est très dur. C'est donc un jeu sorti en 2007, créé par New Pro et Namco Bandai. Et c'est la continuation des aventures des petits personnages qui roulent des trucs, avec le pouvoir du roulage et l'esprit du roulage pour rouler de gigantesques objets qu'on appelle des Katamari, qui peuvent prendre la taille d'un planétoïde si nécessaire. Tout cela sous l'égide du prince du cosmos et Tagada Soin avec tous les petits personnages qu'on peut récupérer pendant le jeu. Et tout ça, c'est très chouette, c'est coloré, c'est fun, c'est funky, c'est fresh, c'est funky fresh même. Donc voilà, je vais juste vous montrer un niveau très significatif du jeu, et pour vous donner, encore une fois, une bonne raison de l'acheter, car j'essaye quand même de en vendre des jeux. Mais alors des bons jeux, pas des mauvais. Et c'est le genre de jeu que vous devriez essayer. Alors techniquement, j'ai été assez surpris, mais c'est le moteur Alchemy de Vicarious Visions qui est utilisé, c'est-à-dire que la technologie Activision, ce qui est très bizarre, et qui explique peut-être aussi pourquoi le jeu n'est pas sorti sur PlayStation 3 et Wii, en somme. C'est qu'à l'époque, en 2007, cette technologie était déjà relativement marginale, mais encore en plus, c'était relativement marginal et en plus difficile à faire tourner sur Wii et PlayStation 3. On peut aussi imaginer qu'il est très probable que Microsoft se soit payé une exclusivité dessus, mais je n'irai pas pousser la paranoïa jusque-là parce que j'en ai aucune preuve, puis après on peut totalement comprendre aussi. Ce qui est assez ennuyeux, c'est la version Wii, parce que ça aurait peut-être très bien été sur Wii, de pousser tout le temps avec ses petites mains comme ça aurait été très fatigant et peut-être très fun. Qui sait? Donc, c'est le premier titre de la série depuis que Takahashi ne s'en occupe plus. Voilà, en somme. C'est ce qu'il faut retenir de tout ceci. Ce n'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste une réédite des opus précédents. Il n'y a pas vraiment d'innovation, c'est juste le même jeu, mais en plus beau, en plus grand, en plus volumétrique, en plus HD, en plus next-gen, en plus 360, en plus, quoi. C'est souvent le cas avec les suites, c'est le premier jeu avec toujours plus de ceci, toujours plus de cela pour un gameplay toujours renouvelé, ce qui n'est pas vraiment vrai. Cependant, le jeu coûte pas des masses de pognon, c'est quand même un excellent résumé de la série pour ceux qui auraient envie de se mettre à la découvrir un peu sur le tard, comme qui dirait maintenant, et je ne peux que vous conseiller de l'acheter car c'est un jeu qui est toujours aussi magnifique, visuellement, conceptuellement, intellectuellement, qui est toujours aussi satisfaisant du point de vue du roulage des objets et du roulage avec les objets. C'est toujours aussi plaisant. Un des chefs-d'œuvre de la Xbox 360. Voilà.
Parce que c'est facile, il suffit de mettre un Katamari sur une console et je dis que c'est un chef-d'œuvre. C'est un tic professionnel. Enfin, c'est un tic personnel. « 1991 ne voit pas que la sortie de Knights of the Round de Capcom, il voit aussi la sortie du Crosswords de Alpha Denshi Corp, un développeur surtout connu pour ses titres sur Neo Geo, donc sur Neo Geo, c'est plus dur à dire que ça en a l'air ce truc. Neo Geo MVS, le format d'arcade de SNK. Nous avons ici donc le premier niveau de Crosswords qui s'appelle « Il faut sauver le village de Dio », et Dio ça me donne toujours envie de dire « Holy Diver, Batman ». Bon, on sait jamais, peut-être quelqu'un trouvera ça drôle. Fan sur les vieux rockers des années 80, c'est toujours bon à prendre quand même. C'est un jeu unique ne serait-ce que par son style de représentation. C'est la première fois effectivement qu'on utilise des effets de transparence pour que l'on puisse voir à travers un chevalier médiéval, un peu nippon, qui se bat contre des gigantesques chenilles de l'espace qui sont en fait des dragons à la Space Harrier. Quoi ? C'est donc un jeu unique par son style de représentation. Il est assez bien foutu. Si le format de Neo Geo est quand même reconnu comme le plus puissant probablement de son époque sur la 2D, c'est pas pour rien, je veux dire, il fait vraiment des beaux jeux quoi. La taille de ces sprites, c'est hallucinant. Par exemple, moi à l'époque je jouais sur NES, ça fait une différence certaine. Donc ce jeu sortait quand même sur des cartouches de 50 mégabits à l'époque, et c'était quand même en 91. 50 mégabits, c'est pas énorme. Enfin, c'est énorme. D'ailleurs, il est toujours assez cher à collectionner car peu ont été produits. Admettons quand même que c'est certains des jeux les plus uniques de la librairie Neo Geo, car il n'y en a pas beaucoup d'autres, je veux dire, c'est quand même une machine qui a genre 2 RPG. Et en ce sens-là, ne serait-ce que d'avoir de la différence dans ces jeux d'action représentait déjà presque un nouveau genre pour les gens en arcade à l'époque. Et donc, il faut aussi se dire que si ce jeu n'est pas extraordinaire, il essaye pas mal de trucs assez neufs, assez tôt dans l'histoire des jeux vidéo, et de manière relativement couillue. Je retombe toujours sur cet adjectif quand je n'ai rien à dire de particulièrement bon pour un jeu. Mais, certes, il est répétitif, certes, il est un peu chiant à la fin, mais il est très beau. Ce qui est un peu le problème de pas mal de jeux 360 et PlayStation 3 maintenant, parce qu'ils sont certes répétitifs, certes un peu couillons, mais ils sont très beaux. Et qu'en soi, il s'exude quand même de ce titre un charme désuet qui devrait le laisser dans la ligne de mire de certains collectionneurs et de certains amateurs simplement de l'histoire des jeux vidéo, en ce sens qu'il est quand même particulièrement tactique dans son gameplay. Il faut parer continuellement, penser à bien jouer les intervalles, à repousser les attaques quand il faut. C'est un jeu qui est certes répétitif, mais extraordinairement tactique dans la répétitivité de son gameplay tactique, en somme. Le jeu n'est certes pas extraordinaire, mais ce n'est certainement pas une daube, et ne serait-ce que par sa représentation graphique, on peut lui donner un essai. Il est certainement judicieux, si vous voyez une borne de ce type-là, de mettre 60 balles dedans très facilement, ou alors de l'essayer d'une manière ou d'une autre. Je suis trop vieux pour continuer combat, tu dois continuer la poursuite. Utilise ce bouclier pour protection. Mais oui, pourquoi d'autre je l'utiliserais, bordel? Je vais pas utiliser comme un boomerang, quoi. Geometry Wars Galaxies est un jeu de Stephen Cakebread, un jeu Bizarre Creation et Kyujo Entertainment sorti en 2007 sur Wii. C'est la suite de Geometry Wars et de Geometry Wars Evolved sur Xbox, Xbox 360, des jeux qui étaient des mini-jeux disponibles à l'intérieur de Project Gotham Racing 2 et 3. Ici nous avons donc un jeu Wii. Donc c'est un jeu Wii.
édité par Sierra, tout le tintouin, on se demande un peu ce qu'ils font là, mais cependant, c'est le premier jeu Wii de la série, on a droit à un mode de jeu qui s'appelle Galaxies, qui est plus un mode challenge qu'autre chose, où des petites maps vous sont proposées, il y en a vraiment pas mal, il y a de quoi s'amuser quelques heures, bien 5-6 minimum, et on propose des types de challenges différents avec des géomes à collecter pour augmenter le multiplicateur de points et tout ci tout ça. C'est assez classique, mais c'est très plaisant. C'est vraiment l'exemple moderne et presque abstrait d'un jeu à score arcade. C'est très plaisant, c'est limite d'arrêt d'essai. Ça a un petit style graphique qui est visiblement celui de Stephen Cakebread, le créateur de ce jeu, qui est lead développeur, enfin senior développeur et pas particulièrement graphiste, donc son jeu est très épuré et a un style particulièrement rétro et intemporel qui, ça pourrait être un magnifique jeu des années 70, en gros, si la technologie était une maîtresse un peu moins difficile, dans le sens de la performance des machines du passé. Donc, on a la jouabilité avec la Wii Mode et le nunchuck. On dirige son vaisseau avec le nunchuck et on tire avec la Wii Mode. Alors on peut se demander si c'est très fatigant et en fait si on trouve une position qui est relativement confortable pour jouer, on peut bien jouer au maximum 6 minutes sans avoir atrocement mal au poignet. Cependant, je plaisante, il y a moyen d'y jouer et il y a même moyen d'y jouer si on a envie avec la manette Virtual Console, donc la manette dite classique, qui malheureusement, elle, est pourvue de sticks à 8 positions, ce qui fait que c'est plus ou moins inutilisable et donc on finit par retourner à jouer à la Wiimote. Ce qui fait penser que même à 10€, le jeu est quand même très proche du prix de Retro Evolved 2 ou d'un autre morceau classique de la série, que ce serait peut-être assez simple de se prendre l'original, qui est beaucoup plus simple bien sûr, mais quand même beaucoup plus rejouable. Quoique en fait c'est probablement sur le contenu pur que Galaxies fait sa différence. Effectivement il y a pas mal de choses à faire de pas mal de diverses manières, et le mode principal avec le petit drone que l'on peut contrôler et qui a plusieurs types de patterns offensifs, qui a plusieurs types de comportements dirons-nous, est une bonne idée, assez plaisante, et les types de challenges qui sont proposés sont vraiment plaisants. Donc franchement, en sachant que le jeu coûte 10€, il n'y a aucune raison de ne pas se le payer, même si on est fan de la série. Ça fait toujours plaisir de revoir une série qu'on aime bien avec un petit angle un tout petit peu différent. À savoir que Retro Evolved est inclus sur ce jeu-ci, mais pas la suite évidemment.